Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à toutes. Bienvenue à ce deuxième atelier, donc Pierre Pastoum. J'espère que vous avez tous réussi à vous connecter correctement, que nos caméras et nos micros fonctionnent bien. Donc, nous sommes ravis de vous accueillir à l'occasion de ce deuxième atelier, donc orienté cette fois-ci sur les métiers de berger, de vacher dans les Pyrénées. Je me présente rapidement, donc je suis Amandine Founeau, je travaille au CFPP Ariège-Comminges sur les thématiques d'élevage de montagne et de pastoralisme. Et j'interviendrai donc aujourd'hui avec Maria Diaz de l'Escola de Pastors de Catalunya, voilà, que vous voyez normalement dans sa petite vidéo, qui interviendra donc avec moi pour la présentation des résultats issus de notre collaboration sur les pratiques pastorales et l'emploi de bergers vachers dans les Pyrénées. Voilà. Donc tout de suite avant de commencer, vous préciser quelques points par rapport à l'utilisation de Zoom, qui est la plateforme que nous utilisons ce matin pour cet atelier. Donc, pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, voilà, vous avez la possibilité, pour ceux qui le souhaitent, d'interagir avec l'ensemble des participants et des intervenants par l'intermédiaire du chat que vous avez disponible en bas de votre écran. Et vous avez également la possibilité d'utiliser l'onglet questions-réponses pour apporter des précisions, des commentaires ou poser des questions en direct aux intervenants. Et on aura, durant la matinée, différents temps d'échange qui nous permettront de reprendre les questions et d'y répondre. Voilà. À côté de ça, vous avez aussi, pour ceux qui le souhaitent, ce n'est pas une obligation, la possibilité d'utiliser la traduction, donc soit en version française ou en version catalane, de façon à suivre les traductions et les interventions avec un peu plus d'aisance. Voilà pour ce qui est de la plateforme Zoom. Un petit point rapide sur le déroulement de l'atelier. Donc, l'atelier, donc il va se dérouler en 3 parties ce matin. Une première autour des pratiques et de l'emploi sur les Pyrénées. On se focalisera donc sur les estives. Un second point sur le socle de compétences qu'on a mis en évidence pour le métier de berger et de vacher. Et une dernière partie, donc présentée par Maria, sur la bourse d'emploi, qui est l'un des résultats donc, de notre projet Pierre Pastoum. Voilà. Donc, on passe à la suite. Vous dire quelques mots sur la présentation en fait, du projet. À l'origine, ça vient d'un besoin en fait, de concrétiser un partenariat sur la filière pastoralisme avec donc, des partenaires des 2 versants des Pyrénées. Et vraiment, ce besoin, cette envie de mieux comprendre en fait, quelles étaient les pratiques et les dynamiques d'emploi sur cet espace-là et de réussir, nous, en tant que centre de formation, à accompagner durablement l'emploi pour nos stagiaires donc, en formation. Donc, partant de ce principe, on a travaillé durant le projet. On a travaillé à mettre en œuvre en fait, des enquêtes de terrain qui nous ont permis de relever donc, différents discours et différentes données du terrain auprès des salariés bergers vachers et également auprès des employeurs. Et ainsi, donc, on va vous présenter l'ensemble de ce travail. On peut passer à la diapo suivante, Maria, s'il te plaît. Voilà, quelques mots sur le contexte du massif des Pyrénées, puisqu'on a, je crois, aujourd'hui dans les participants différentes personnes qui ne le connaissent pas. Donc, la chaîne des Pyrénées s'étend sur 430 km de la partie de la mer Méditerranée à l'océan Atlantique, et elle forme une frontière naturelle entre la France et l'Espagne. Côté français, c'est 6 départements différents et 2 régions qui sont traversées par le massif des Pyrénées, donc la partie Occitanie et la région également Nouvelle-Aquitaine. Et côté espagnol, donc c'est 4 communautés autonomes différentes qui se partagent le massif des Pyrénées. On a la Catalogne, l'Aragon, la Navarre et puis également le Pays Basque. On peut passer à la diapo suivante, Maria, s'il te plaît. En ce qui concerne l'utilisation de ce massif pyrénéen d'un point de vue agricole, on observe en fait un gradient d'ouest en est avec des systèmes d'élevage qui sont très, très différenciés, très marqués, à la fois sur le versant nord et sur le versant sud. À savoir, donc, on a des systèmes laitiers avec traite et transformation sur la partie ouest du massif. En fait, sur la partie atlantique, on est sur une partie du massif où on a des zones davantage on va dire de faible relief,
à moins de 2000 mètres d'altitude, et une végétation qui est très riche, ce qui permet en fait de mettre à profit des systèmes laitiers plus demandeurs, donc en herbe, en fourrage. Et c'est là qu'on va retrouver donc le bassin laitier, par exemple, de l'Ossau-Iraty. Pour ce qui concerne les Pyrénées centrales, on est là donc en plein cœur de la chaîne des Pyrénées, avec un relief qui est plus important, entre 2000 et 3000 mètres d'altitude, une végétation qui est beaucoup plus disparate, beaucoup plus diversifiée. Et puis, en allant vers la mer Méditerranée, dans les Pyrénées-Orientales, le relief devient un petit peu plus doux, la végétation devient de type méditerranéenne. Et là, sur ces deux zones-là, donc en Pyrénées centrales et en Pyrénées-Orientales, on a un milieu qui est très favorable au système allaitant, donc des systèmes viande, ovins et bovins qu'on retrouve donc fortement présents sur ce territoire. Sur la diapo suivante, on présente rapidement aussi l'utilisation qui est faite, toujours pareil, du versant sud ou du versant nord de cet étage montagnard. On a en fait une utilisation qui se fait au fil de la saison en fonction de l'altitude, à savoir que l'hiver donc se passe essentiellement dans le fond de vallée, en bergerie ou à l'étable, où on a une période d'hivernage du coup des animaux qui sont en bâtiment, qui vont consommer des fourrages secs, des animaux qui sont à l'entretien, et une période qui est dédiée à l'élevage des jeunes. Voilà. Ensuite, une fois qu'on passe l'hiver, arrive le printemps, où on va pouvoir utiliser les zones intermédiaires, qui sont ces zones où la végétation donc démarre avec un petit peu de retard, des zones qui sont souvent pentues, peu mécanisables, et où le pâturage reste le meilleur moyen en fait de valoriser ces zones-là. Et donc, on va utiliser des parcours, des prébois qui vont être pâturés par les animaux sur les périodes de printemps en sortie de bergerie, et également donc à l'automne, avant l'hiver. On est là sur des zones entre 800 et 1200 à 1500 mètres environ. Ensuite, quand arrive la belle période, l'été, les animaux vont encore monter d'un cran en fait sur cet étage montagnard et vont arriver sur les zones d'estive qui sont les zones de plus haute altitude. On est là entre 1500 et 3000 mètres. On a une végétation qui est beaucoup plus tardive, mais qui est également très riche, très diversifiée, et qui va permettre là encore aux animaux d'utiliser au mieux donc l'espace et la végétation, tout en permettant aux éleveurs de constituer les stocks de fourrage sur le fond de vallée qui leur permettront d'alimenter les animaux durant l'hiver. Donc voilà un petit peu comment on utilise de part et d'autre du massif cet étage montagnard au fur et à mesure de la pousse de l'herbe et au fur et à mesure de l'avancée de la saison. Diapo suivante. Donc, fort de ce constat qu'on peut faire à la fois sur les deux versants donc, du massif pyrénéen, on a cherché à comprendre un peu quelle utilisation pouvait être faite de ces espaces de montagne et quel parallèle donc, on pouvait faire encore entre le versant nord et le versant sud, et enfin quelles opportunités de travail est-ce qu'on pouvait mettre en avant. Donc pour cela, on a réalisé quelques enquêtes qu'on va vous présenter là tout de suite sur la diapo suivante. Donc en fait, on s'est posé la question tout d'abord de la définition de la zone d'étude pour essayer de présenter au mieux les dynamiques pastorales et d'emploi sur le massif pyrénéen. Donc on a fait le choix de prendre en compte en fait deux aspects, à la fois la cohérence territoriale dans le sens où on s'attache dans notre enquête uniquement à la zone concernée par le système allaitant, le système viande. Donc c'est le cas, on l'a dit, dans les Pyrénées centrales et Pyrénées-Orientales. Et à côté de ça, on a mis en avant aussi une cohérence administrative dans le sens où on travaille finalement sur la zone nord dans le cadre de la région Occitanie, et sur la zone sud, on est sur le territoire de la communauté autonome de Catalogne. Voilà. Ce qui représente sur le versant nord 5 départements différents et sur le versant sud 9 comarcas qui ont été étudiées. En ce qui concerne maintenant la collecte des données, on a en fait travaillé à deux échelles de temps différentes, avec une première série d'enquêtes qui a été mise en œuvre pour cibler les thématiques à aborder, qui a été adressée à l'ensemble des salariés et des employeurs donc, du département de l'Ariège et des comarcas, également du Pallars Sobirà et de Cerdagne, sous forme d'entretien directif, et ce donc pour cibler les thématiques les plus importantes à prioriser dans une deuxième enquête qui a été réalisée donc l'été suivant
pour diffuser cette fois-ci plus largement à l'ensemble des salariés qui avaient été répertoriés sur la zone que je viens de vous présenter. Voilà, donc c'est des questionnaires cette fois-ci sur cette deuxième enquête qui ont été utilisés auprès des salariés bergers vachers uniquement, avec une même enquête donc commune aux deux versants pyrénéens qui a été adaptée en fonction des spécificités de chacun des versants et une analyse des données qui s'est faite de façon conjointe. Voilà. En ce qui concerne les personnes sollicitées, on avait 184 salariés donc, sur le versant nord qui ont été sollicités par ces questionnaires, 20 salariés et 61 éleveurs utilisateurs aussi d'estime sur le versant sud. Et au total, en ce qui concerne donc, les retours d'enquête obtenus, on a eu 45 salariés qui ont répondu sur le versant nord, ce qui représente à peu près un quart des effectifs, et 20 salariés qui ont répondu sur le versant sud, à savoir la totalité des salariés. Voilà. Je vais laisser la parole à Sylvia. Et maintenant, un petit sondage pour faire un peu plus dynamique cet atelier. Alors, je ne sais pas si la question elle est déjà lancée. Voilà. Alors, on a deux questions. La première, c'est d'après vous, combien y a-t-il d'unités d'estive en Pyrénées-Occitane et Catalane? Deuxième question, c'est d'après vous, combien d'animaux pâturent ces estives? Voilà, à vous de jouer. Vous pouvez choisir. On va voir les résultats bientôt. Et entre-temps, je vous rappelle, pour ceux qui ne comprennent pas français ou ne comprennent pas catalan, nous avons l'interprétation disponible dans la partie basse à droite. Vous allez trouver un petit bouton qui dit interprétation. Là, vous pouvez choisir la langue que vous préférez. Bien que ce soit français ou bon, catalan, espagnol, ça va être traduit en catalan. Je crois qu'on peut passer aux réponses. Carla, si tu peux les lancer. Alors, on a les réponses. On va voir si on a les réponses. Bon, si on n'a pas les réponses, peut-être Amandine elle pourra nous raconter un peu plus là tout de suite. Ah, voilà. Voilà. Très bien. Alors, pour la première question, d'après vous, combien y a-t-il d'unités d'estive en Pyrénées-Occitan et catalan? Et effectivement, vous avez tous bien, bon, presque tous bien répondu. 470, c'est la réponse correcte. Et pour la deuxième question, là, par contre, ouais, voilà. Je laisse Amandine nous répondre. Allez, on va voir ça tout de suite. En effet, on est un peu plus sur 340 000 animaux qui ont été recensés sur la zone. Alors, un petit point déjà pour commencer au niveau des surfaces. Donc, ce qu'on peut observer sur la zone d'étude, donc, c'est qu'on a près de 364 000 hectares d'estive côté versant nord, côté français, et un petit peu plus de 132 000 sur la partie sud du massif. Ces surfaces-là étant valorisées en fait par près de 2500 exploitations transhumantes de part et d'autre du massif. Et on a 2300 exploitations transhumantes côté français, 2500 sur le côté catalan, donc c'est relativement équivalent, similaire. Et ces exploitations utilisent sur le versant français 354 unités d'estive, 116 sur le versant sud. Donc, on observe là une première petite différence dont on va reparler un petit peu plus tard, à savoir qu'on a une utilisation qui est un petit peu plus collective sur le versant nord. Là, on a davantage d'unités d'estive. On a des outils qui permettent, et une loi pastorale qui date maintenant de plusieurs années, qui nous ont permis en fait de créer des outils comme les groupements pastoraux, des associations foncières pastorales, outils qui n'existent pas côté catalan. Et c'est ce qui explique en effet qu'on trouve un nombre d'estives un petit peu moins important, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de l'utilisation aussi de zones de montagne qui est faite de façon individuelle par l'ensemble des éleveurs qui travaillent sur ces 2500 exploitations transhumantes. Voilà. Sur la diapo suivante, on va faire un petit point sur les effectifs donc, qui ont été répertoriés sur cette zone.
on a un total d'animaux transhumés qui dépasse les 250 000 sur le versant français. On est à un peu plus de 186 000 animaux sur le versant sud et on compte là les 4 espèces principales, des ovins, des bovins, des équins et également des caprins. Donc on voit, on est à un peu plus de on est autour des 350 000 animaux transhumés de part et d'autre du massif sur la zone étudiée. Et ce qui est similaire d'un versant à l'autre, c'est qu'on retrouve une très large prédominance en fait des troupeaux ovins en montagne, puisqu'on a 77% des effectifs côté français qui sont composés par les ovins et 64% des effectifs côté catalan qui sont également constitués de brebis présentes à la montagne. La deuxième espèce la plus représentée étant les bovins, donc présents à 20% côté français et 27% côté catalan. Donc là, ça reste également très similaire. À noter un pourcentage de chèvres un petit peu plus important sur le versant sud, puisqu'on en dénombre quand même près de 11 000 sur la partie catalane. Donc voilà, quelque chose de très similaire au niveau des effectifs animaux, large prédominance des ovins. Ce qu'on observe, première différence qui est à noter, c'est l'utilisation en fait, qui est faite de ces espaces de montagne dont on vient de parler, puisqu'on observe en fait que côté français, on a 70% des estives qui sont gardées par un salarié berger ou vacher, alors qu'on observe la situation contraire côté catalan, où on a seulement 17% d'estives qui sont gardées par un berger ou un vacher. Le reste, donc la grande majorité des estives restantes, étant plutôt utilisées de façon libre ou en tout cas de façon individuelle avec des éleveurs qui se rendent occasionnellement plusieurs fois par semaine ou parfois un petit peu moins sur la montagne pour surveiller les animaux. Donc, première grande tendance à noter, et ce qui implique derrière un nombre de salariés bergers-vachers nécessairement très différent, puisqu'on est à 184 bergers salariés donc, sur le versant nord, alors qu'on n'en dénombre que 20 bergers salariés sur le versant sud. On va y revenir tout à l'heure donc, pour essayer de les présenter. Diapo suivante. Donc, on va juste laisser la parole à Laura pour nous présenter un petit peu les évolutions des effectifs animaux côté catalan. Laura, si tu peux allumer ton micro. Bonjour, bon dia. Soc la Laura Arevalillo, de l'Escola Agrària del Solsonès. Quan vam fer aquest estudi a la part catalana, vam voler també aprofitar per mirar què havia passat en els últims anys, perquè és evident que el cens, la cabana ramadera que hi ha al Pirineu ha canviat totalment en els últims anys. Llavors, amb aquests gràfics us presentaré de forma molt simplificada el que ha passat. Llavors, tenim el boví de carn, amb les columnes aquestes blaves, el que ens indiquen són el nombre d'animals reproductors amb extensiu i sistema mixta. I la línia aquesta de color taronja ens indica el nombre d'explotacions. Llavors veiem que el nombre d'explotacions de boví de carn s'ha pràcticament duplicat en els últims 30 anys. La primera dada és de l'any 89, la segona del 2019. En canvi, el nombre d'explotacions ha disminuït. Llavors, aquí ja veiem aquesta tendència d'explotacions cada vegada més grans. En aquest cas hem passat d'una mitja de 18 a 45 caps per explotació. El cens de boví de carn es troba majoritàriament a les comarques del Pirineu Oriental, Cerdanya, Berguedà, Ripollès. Això ho podríem explicar, aquest augment del nombre d'explotacions, del nombre d'efectius, per la conversió de moltes explotacions lleteres a explotacions de carn i pel canvi d'algunes explotacions que eren d'oví que van passar a ser de boví. Tot això també molt lligat als ajuts. Amb oví veiem que ha passat justament al contrari. Ha disminuït enormement el nombre d'ovelles al Pirineu i també el nombre d'explotacions. En aquest cas, pràcticament no, però la comarca que acull més ovelles és el Pallars Jussà i com a fet destacable hem de veure que el 50% de les explotacions tenen 23 animals o menys. Això va lligat també a alguns ajuts. Són explotacions que ja veiem que no són o no podrien ser molt rentables a nivell econòmic perquè la tendència és això, a fer explotacions més grans, però es mantenen per poder seguir percebent certs ajuts. A la següent diapositiva veiem
Cabrum i l'Aquí. Aquí no hi ha una diferència molt significativa d'un any a l'altre, i veiem que el cens de Cabrum disminueix lleugerament, però el nombre d'explotacions sí que baixa de forma dràstica. I això és pel mateix que hem comentat amb el boví, les explotacions cada vegada són més grans. En aquest cas, comentar també que el 95% de les explotacions, que representa el 71% del cens, són d'orientació càrnia. I en els darrers 10 anys el nombre d'explotacions lleteres ha augmentat força. Llavors, disculpeu, però és que ara ja està, perdó, que és que em surten els comentaris i em tapen la diapositiva. Llavors, aquí el cens d'aquí sí que ha augmentat de forma bastant important, podríem dir, i el nombre d'explotacions ha baixat. I aquí sí que veiem que estan situats sobretot a Cerdanya, Ripollès i el Pallars Jussà. Només volíem fer aquest petit punt perquè creiem que era important destacar l'evolució d'aquesta cabana ramadera al Pirineu en els últims anys. Dono la paraula de nou a l'Amandine. Allez, parfait. Merci Laura pour ces quelques précisions. On aura peut-être l'occasion d'y revenir dans les échanges et les questions. Je vous propose maintenant qu'on a fait un petit tour d'horizon de notre zone de massif, de nous intéresser un peu plus en détail donc, à nos salariés bergers vachers. Donc, on va passer un petit peu en revue les différentes caractéristiques qu'on a pu relever sur la population de bergers vachers salariés sur le massif. Et juste avant ça, on vous présente une petite vidéo d'Adrien, qui est berger depuis 2 ans sur une estive ariégeoise et qui est passé par la formation du CFPP Ariège-Comminges. Bonjour, moi c'est Adrien, j'ai 26 ans et je suis berger. J'ai été à l'école en ville et comme beaucoup de gens, j'ai pensé faire un boulot de ville, donc je suis allé à la fac où j'ai fait économie droit. Ça n'a pas marché pour moi. Du coup, je suis parti à l'étranger, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, pour découvrir des métiers manuels. Les boulots que j'ai essentiellement faits sur cette période sont dans l'agriculture, en tant qu'ouvrier agricole, où j'ai pu toucher à une palette de métiers en passant par la maçonnerie, la mécanique, l'élevage, l'entretien d'outils et ainsi de suite. Et bien, je suis arrivé en France et j'ai cherché à obtenir un métier similaire que les métiers que j'ai pu expérimenter à l'étranger. En France, les exploitations sont plus petites, trouver un boulot c'est compliqué et j'ai été formé dans les machines et dans l'entretien mais pas dans le contact des bêtes. Du coup, je suis passé par mission locale, la mission jeune à Arbassin dans le Tarn, où on m'a dirigé vers le CFPPA d'Ariège-Comminges pour une formation berger-vacher. Depuis, je suis berger sur une montagne à Soulsem, au-dessus de Vic-de-Sceaux, qui a pour zone frontalière Andorre-France-Espagne. C'est une estive sur laquelle je suis en autonomie depuis 2 ans. L'estive est tenue de la façon suivante, nous sommes 2 pour un territoire de 3500 hectares. Il y a à peu près 1000 brebis et nous sommes là pour en prendre soin de la période de juin à octobre, de faire en sorte qu'elles descendent toutes et dans le meilleur état. On travaille 6 jours semaine. La journée type se dessine de la façon suivante: un réveil 5 heures, un départ 5h30, une marche jusqu'au soleil levant où on retrouve les troupeaux en altitude à la couchade. Nous sommes là pour les surveiller. Notre système n'est pas de la garde, c'est de l'escabote, c'est-à-dire que les brebis sont libres de se déplacer sur la zone qui nous est attribuée. Et notre rôle, c'est de les soigner, de les ramener si elles débordent chez les voisins et de les aider à packager la montagne tout en favorisant la pousse de l'herbe. Il faut être sacrément proche des animaux pour pouvoir les comprendre, les suivre et vivre avec eux pendant 4 mois. Beaucoup d'endurance, parce que du coup 4 mois en montagne, ça veut dire 4 mois de marche intense. Et beaucoup de rigueur parce que c'est 4 mois, 6 jours semaine, quelles que soient les conditions météo ou les conditions de l'environnement et ce qui va avec. Avec nos éleveurs, ça se passe super bien, il n'y en a que 2, donc les prises de décision sont d'autant plus faciles, les troupeaux sont en très bon état
Et sur les 2 dernières années, nous avons été félicités pour le travail accompli. Donc l'entente est plus que bonne. Là, en ce moment, je suis en train de réaliser un BPREA. Pour moi, le métier de berger a un inconvénient, c'est que les contrats sont saisonniers. Donc le reste de l'année, il faut trouver une occupation pour nous, une occupation pour nos chiens. Le BPREA me permet de travailler pour l'instant sur une entreprise agricole qui me permet de garder le contact avec des animaux et de pouvoir entretenir le travail de mes chiens. Si je ne faisais pas le BPREA, je pense que je serais quand même dans le milieu agricole, avec les bêtes, de l'outillage, de l'espace et cette liberté que je recherche tant. Ce qui me plaît le plus quand je suis en montagne, c'est l'espace, la liberté, la tranquillité, les points de vue et le contact animal que je peux avoir soit avec les brebis, que du coup on retrouve tous les ans. Donc c'est un contact qui devient de plus en plus fort, puisque la brebis a une mémoire, et le contact qu'on peut avoir avec nos chiens qui sont tout pour nous. La période de stage n'est pas toujours facile. Elle est très importante, car c'est là qu'on se forme directement à un métier par le biais de bergers et vachers qui, eux, font ce métier depuis des années. Donc la transmission est très importante. C'est important parce que c'est là qu'on voit si oui ou non on est fait pour ça. Voilà, alors juste en introduction après cette vidéo, on va essayer de passer un petit peu en détail les principales caractéristiques qu'on a pu relever chez nos bergers salariés pyrénéens. À commencer donc par l'âge, puisqu'on peut observer que c'est un métier qui s'exerce à tout âge. Donc en effet, on a de nombreuses tranches d'âge qui sont représentées dans les salariés qui ont été enquêtés. On voit qu'on peut être salarié, qu'on ait moins de 30 ans ou qu'on ait plus de 60 ans. Donc peu importe l'âge. Et on a aussi une répartition assez équitable entre les différentes tranches d'âge, puisqu'on compte autant de salariés qui ont entre 40, 50 ans et plus, et des salariés qui ont également moins de 40 ans. Donc visiblement, d'un point de vue de l'âge, on a des situations de travail qui permettent vraiment d'exercer, quel que soit l'âge, et de durer en quelque sorte aussi dans le métier au vu de l'âge de certains des salariés. Sur la diapo suivante, on se rend compte que c'est un métier qui est aussi à dominante masculine, puisque composé à 70% par des hommes sur le versant français, et on monte jusqu'à 100% des hommes composant le panel de salariés en 2019 côté catalan. Malgré tout, on observe une tendance assez récente à la féminisation, puisqu'on a 65% de femmes chez les salariés de moins de 5 ans d'expérience, ce qui est confirmé également par le pourcentage de féminisation dans les écoles donc, spécialisées de bergers vachers, que ce soit l'école de berger en Catalogne ou celle du département de l'Ariège, où on a à peu près un stagiaire sur 3 qui est une femme. En ce qui concerne la pyramide des âges, on peut observer une tendance assez différente entre les hommes et les femmes, puisqu'on a a priori des femmes qui ont tendance à quitter plus tôt le métier. Elles sont 62% de femmes chez les moins de 40 ans, tandis que les hommes, eux, pratiquent le métier un petit peu plus longtemps. Ils sont 69% d'hommes chez les plus de 40 ans. Voilà. Cela peut trouver peut-être une explication dans la situation familiale, puisqu'on observe en fait à peine 23% de femmes qui sont salariées et qui sont également chargées de famille, alors qu'on avoisine les 60% d'hommes salariés également chargés de famille, ce qui peut éventuellement poser la question de l'articulation entre le métier et la vie de famille. Voilà. Diapo suivante. Un paramètre intéressant à prendre en compte, c'est que c'est également un métier qui s'apprend, puisque sur le versant français, on a 44% de salariés qui ont bénéficié d'une formation spécialisée, donc encore une fois, ou bien la formation de Catalogne, ou bien la formation ariégeoise. Et sur le versant catalan,
ils sont 20% de salariés à être passés par une formation spécialisée également. On compte en plus de cela aussi des salariés qui ont pu bénéficier d'une formation agricole un petit peu plus généraliste. Si on s'intéresse au public qui s'est formé à ce métier-là, on observe qu'il s'agit essentiellement de jeunes qui sont venus chercher une formation. Ils sont 61% de salariés formés chez les moins de 40 ans. Alors, ce qui trouve aussi une explication dans le fait que nos formations sur le massif des Pyrénées, elles sont relativement récentes, puisqu'elles datent, on va dire, des années 80. Donc, nécessairement, les salariés les plus âgés n'ont pas pu bénéficier de ces formations-là. Pour autant, on observe aussi qu'il s'agit de jeunes sans origine agricole qui cherchent vraiment à se former et à intégrer ces parcours de formation. Ils sont 56%, donc chez les moins de 40 ans, à déclarer ne pas avoir d'origine agricole et être venus chercher donc une formation aussi pour cela, pour se reconnecter en quelque sorte avec ce milieu agricole et rural avec lequel ils avaient perdu le contact. Donc on observe qu'en fait, que nos formations, elles sont aussi un tremplin pour intégrer le milieu professionnel, à la fois pour développer les compétences nécessaires au métier et aussi pour se raccrocher avec ce milieu avec lequel on a parfois perdu le contact. Sur la diapo suivante, on présente quelques éléments concernant l'expérience. On a trouvé ces données assez parlantes, puisqu'en fait, il y a une importance assez considérable de la catégorie des plus de 20 ans d'expérience sur notre échantillon. Ils sont 29% de salariés côté français à déclarer avoir plus de 20 ans d'expérience dans le métier et on monte jusqu'à 35% sur le versant catalan, ce qui témoigne en quelque sorte d'une forme de longévité dans le métier. Longévité qui pourrait poser la question du relais générationnel derrière, mais on a a priori entre 20 et 25% de salariés qui ont moins de 5 ans d'expérience dans le métier, ce qui traduit une bonne capacité aussi à assurer la transition derrière. Et ce qui est assuré également par, encore une fois, l'existence de ces deux formations sur le massif qui permettent de former, on va dire, entre 10 et 15 bergers chaque année sur les Pyrénées centrales et orientales. Donc, c'est un métier qui se pratique à tout âge, qui permet à ceux qui le souhaitent aussi une certaine forme de longévité de carrière, tout en assurant aussi le renouvellement des postes. Diapo suivante, Maria, s'il te plaît. Voilà, alors on va s'intéresser maintenant aux postes, aux types de postes qui sont proposés pour ces salariés bergers-vachers. Et on s'aperçoit assez vite qu'on a une majorité donc, de salariés qui sont dédiés au gardiennage des ovins. Donc, ce qui reste logique et cohérent par rapport à ce qu'on a présenté tout à l'heure et à la prédominance des troupeaux de brebis en montagne. Donc, des postes qui sont très souvent dédiés aux brebis. On a 54% de bergers sur la zone d'enquête, 34% qui occupent un poste dédié au gardiennage des vaches, donc des vachers. Et on a également, c'est intéressant de le remarquer, 12% de postes qui sont des postes mixtes où on demande aux salariés d'avoir à la fois des compétences sur le gardiennage des brebis et sur la surveillance également des vaches. À côté de ça, on observe des types de conduite de troupeaux qui sont différentes, qui sont variées, essentiellement de la garde sur les troupeaux ovins à hauteur de 69%. Et là, on va trouver tout un panel en fait, de types de garde, de la garde serrée, de la garde semi-libre, jusqu'à la garde en escabote, qui est l'un des types de garde emblématiques des Pyrénées, où là, on laisse véritablement le troupeau s'éclater en montagne pour profiter de la ressource et valoriser au mieux ce relief escarpé. On a une grande tendance plutôt à la surveillance des troupeaux sur les bovins, puisque 61% des troupeaux bovins sont surveillés, c'est-à-dire qu'on a un salarié qui est présent sur place pour gérer la surveillance des troupeaux, gérer aussi l'ensemble des équipements sur l'estive, à savoir des clôtures, des points d'eau, et assurer bien évidemment les soins également de ces animaux-là. Et puis, on a d'autres troupeaux qui sont libres en montagne, assez peu chez les ovins, ça représente 5% des troupeaux, un petit peu plus chez les bovins, puisqu'on est à près de 40% des troupeaux bovins qui sont laissés libres. Et sur ces estives-là, donc, on ne trouvera pas de salariés. C'est essentiellement les éleveurs qui se déplaceront régulièrement pour aller assurer la surveillance des troupeaux. Diapo suivante,
Maria, s'il te plaît. Merci. Alors, que font les bergers en dehors de l'estive? Ça, c'est une question à laquelle aussi on s'est attaché. Donc, on observe, alors ça, on est tous d'accord pour le dire, que c'est une activité qui est saisonnière. Adrien l'a bien expliqué dans sa petite interview. Une activité qui s'exerce entre 4 à 5 mois dans l'année en fonction donc un petit peu de la zone de massif dans laquelle on se trouve et des animaux aussi que l'on est en train de garder. Donc, face à ça, un besoin de compléter aussi l'activité chez nos salariés bergers-vachers le reste de l'année. Et on observe un recours à la pluriactivité qui reste malgré tout assez variable chez les salariés, avec à peine un salarié sur deux côté français qui est pluriactif donc le reste de l'année, et 93% des salariés par contre sur le versant sud qui ont une autre activité en contre-saison. Voilà, donc davantage de pluriactifs a priori aussi chez les plus âgés. Ils sont 68% à être pluriactifs chez les plus de 40 ans. Et on retrouve aussi dans cette catégorie donc de nombreux parents, près de 80% d'entre eux chez cette catégorie des plus de 40 ans, ce qui traduit peut-être un besoin aussi de se stabiliser, de se projeter dans la durée sur une même estive et de développer plusieurs contrats en fait à l'année pour être en capacité à travailler toute l'année sur un même territoire. Sur cette notion de pluriactivité, on observe aussi une forte dynamique agricole locale, donc le reste de l'année, puisqu'on a entre 65 et 100% de pluriactifs qui exercent cette pluriactivité dans le domaine agricole. Voilà. Ça traduit très certainement un attrait donc, pour le milieu en dehors de la saison d'estive. Ce n'est pas uniquement en quelque sorte la saison d'estive et le métier de berger qui attire nos salariés, c'est aussi cette capacité qu'ils ont à faire autre chose, donc à travailler en bergerie, à l'agnelage ou à faire de la garde aussi en contre-saison. Et c'est pour eux une forme de continuité vraiment du travail qu'ils peuvent engager l'été sur l'estive. Voilà pour ça. Ensuite, quelques éléments sur la diapo suivante. Sur les équipements voilà, qui sont disponibles sur les estives. Donc, on a essayé de faire un petit peu un tour d'horizon là aussi sur les deux versants, sur les équipements qui étaient disponibles. Donc, première chose à noter, c'est qu'on a quand même près de 90% des estives qui sont dotées de cabanes, voilà, sur l'ensemble donc du massif pyrénéen. Pour autant, on a des besoins de rénovation qui sont permanents et qui restent relativement importants sur le massif. Côté français, donc on a quasiment une estive sur deux qui a une cabane principale et près de 42% des estives qui ont même une deuxième cabane, parfois un petit peu plus. Et sur le versant catalan, on a donc 65% des salariés qui ont dit avoir une cabane en bon état. 15% d'entre eux ont témoigné du fait d'avoir une cabane en état, on va dire, moyen. Et 10% d'entre eux ont des cabanes qui sont très vieillissantes, qui ont vraiment un besoin de rénovation rapide et important. En termes d'équipement, pour vous donner une petite idée de ce qu'on peut trouver dans les cabanes, donc on observe entre 67 et 85% de nos cabanes qui sont équipées en eau et en électricité, ce qui reste relativement bien, mais on pourrait faire encore mieux, très probablement. Parfois des soucis de réseau téléphonique, puisqu'on a côté catalan à peine une cabane sur deux qui dispose d'un réseau téléphonique, ce qui peut poser des questions à la fois sur la communication entre les éleveurs et aussi les estives voisines, mais qui peut aussi poser des problèmes de sécurité par rapport aux salariés. Et puis on observe aussi côté français la présence de chambres et de sanitaires qui sont présents dans les cabanes, ce qui est lié en fait à la législation en vigueur, à la réglementation côté français. Et côté catalan, presque une cabane sur deux qui nécessite encore des aménagements par rapport au point de chauffage et au poêle à bois. Donc voilà, de grandes améliorations encore pour les années à venir, mais une bonne dynamique observée malgré tout. Pour finir sur cette petite présentation, donc on a essayé également de faire un petit état des lieux de la rémunération de nos salariés. Alors même si on n'est pas tout à fait sur les mêmes bases de SMIC entre le versant nord et le versant sud, on s'est attaché en fait à regarder combien de salariés bergers-vachers étaient rémunérés au-delà des 1 500 € par mois. Et on a observé une très grande variabilité dans le salaire, puisqu'ils sont 91% donc, sur le versant nord
à dépasser les 1 500 € net par mois, alors qu'ils ne sont que 38% sur le versant sud à en bénéficier. Donc cette variabilité en fait s'explique par le fait que côté français, on y reviendra tout à l'heure, il existe une convention collective en fait qui a été développée avec différents échelons et différents niveaux qui permettent de rémunérer le salarié en fonction des tâches, des responsabilités qu'il a sur l'estive et qui tient compte aussi en quelque sorte du contexte de l'estive, à savoir l'accessibilité, le nombre d'animaux, la présence ou pas de prédateurs par exemple, ce qui n'existe pas côté catalan en fait, et où côté catalan on observe donc des financeurs différents et en fait un niveau de rémunération élevé, donc supérieur aux 1 500 € net par mois lorsqu'il s'agit en fait de postes financés totalement ou en partie, ce qui ne représente que 20% donc des salariés présents sur le massif, les autres étant plutôt prestataires de services, alors que côté français, on dispose de dispositifs différents, notamment le plan de soutien à l'économie de montagne, qui est un dispositif spécifique dédié au massif des Pyrénées et qui permet donc de prendre en charge le coût du gardiennage, une grande partie, on est entre 70 et 80% du coût de gardiennage, donc qui est pris en charge pour des salariés qui sont en contrat CDD saisonnier. Voilà, on aura l'occasion d'y revenir par le témoignage de Victor par la suite. Je crois que c'est maintenant, Maria. Voilà, je te laisse présenter Victor rapidement. Gràcies, Amandine. Doncs ara veurem un vídeo del Víctor Rojas. Ell és exalumne de l'Escola de Pastors i fa de pastor de muntanya a l'estiu i ara és ramader també. I res, ens explicarà una mica les seves condicions de treball quan fa de pastor de muntanya i també com el projecte PIRPASTUM ha contribuït a millorar una mica aquestes condicions. Bona tarda, el meu nom és Víctor Rojas, tinc 31 anys, vaig anar a l'Escola de Pastors el 2013 i des de fa un any, una miqueta més d'un any, ja tinc el meu propi ramat de 130 caps de bestiar aquí a Mollet de Peralada, al celler de la Pinyeta, que està allà al final. I res, el meu ramat ara és petitet, he començat amb 100 i pico ovelles, però la idea és pujar fins a unes 250. I fem una miqueta, sempre és ramaderia extensiva, 100%. Ara estem fent una miqueta de pastura dirigida, però sempre estan tancats dins la vinya. Amb les malles ja quasi bé no, amb fils aïllants, per optimitzar una miqueta el material i les grans superfícies que hem de ballar. I res, treballem a l'estiu amb el Piros Life des del 25 de juny fins al 15 d'octubre, 20 d'octubre, uns 4 mesos aproximadament, al Port de la Bonaigua i anteriorment al Muntanyó d'Arreu des de fa 4 anys, i dins del projecte de reintroducció de grans carnívors, en aquest cas de l'os i la seva convivència amb la ramaderia extensiva, i dins del projecte Live que va acabar o que acabava aquest any, i que després ja ens està pagant les nòmines del Departament de Territori i Sostenibilitat. En el meu cas, jo guardava les ovelles de l'agrupament de Bonaigua i del Muntanyó d'Arreu, això vol dir poble de Borén els 3 primers anys i després del port del poble de Venència de Neu. I res, què més? El nostre sou surt íntegrament de fons de Generalitat. Anteriorment ens pagava el Piros Life amb una partida europea. A través de PIRPASTUM vam poder agafar el currículum el conveni de treball de França i vam poder-nos una miqueta emmirallar o voler reflectir que volíem les mateixes condicions. Volíem un conveni laboral explícitament per pastors de muntanya, per poder demanar una inspecció de treball, per poder tenir uns mínims d'habitabilitat i cèl·lules d'habitabilitat en les barraques on estem, que fins ara, i fins al dia d'avui encara alguns passem temps en unes barraques que no tenen cèl·lula d'habitabilitat ni tenen sanitari. Ara totes ja tenen llum, que funciona més o menys bé, aigua potable jo me l'he de portar, i el menjar i tot va a càrrec nostre, tant el pinso dels mastins, el pinso dels mastins aquest darrer any sí que ens l'han pagat, però fins ara l'havien de pagar els ramaders. I res, 4 anys després, hem millorat, que ens han millorat un 7,5% de sou dels pastors i després els ajudants de pastors se'ls han pagat
se'ls ha pagat un 13,5% més després d'enviar cartes formals. S'han d'entendre que nosaltres som falsos autònoms, ja que ens obliga l'administració explícitament per aquesta feina a fer-nos autònoms, i això és com un repartidor de Globo. Això vol dir pagar un IRPF d'un 15%, un IVA del 21%, pagar el gestor, no tenir cap tipus d'estabilitat econòmica, i en aquest cas familiar, perquè després d'estar com a autònom menys de 12 mesos no tenim dret a la prestació de l'atur, al chômage, o no sé com li diuen els francesos. I bueno, ara estem lluitant per això, per tenir un conveni, cosa que és molt complicada, i per poder ser assalariats i no ser autònoms en règim general. Tothom diu que cobrem molt, bueno, tenim una nòmina de 3.200 euros, d'aquí traieu-li 600 i pico d'IVA, 283 de quota d'autònoms, quasi 300 euros d'autònoms, l'impost de renda de persona física d'un 15%, les despeses de gestoria, etc. Doncs no queden uns 1.800, 2.000 euros, però bueno, els nostres sous no van pujant en relació a la nostra experiència. És un sou fixe i el que estem demanant és això, que menys cobreixin les despeses del gasoil, el desgast dels vehicles, ja que estem obligats a tenir un segon vehicle únicament per 3 mesos a l'any, que supareix molt desgast perquè és alta muntanya. I res, a través de Pirpastum doncs ens vam poder posar en contacte amb pastors de l'altre costat, de la Rieix. Jo prèviament havia estat a Merencs les Vals, Hospitalet d'Andorra guardant, després vaig estar a Nova Zelanda i Austràlia durant un any i mig, millorant els meus coneixements sobre ramaderia extensiva, i bueno, des de fa un any ja he posat el meu bestiar. Pirpastum ha fet una miqueta annexa, hem generat sinergies entre els pastors francesos i els pastors catalans, i una miqueta per a poder pressionar l'administració dient que hi ha un model similar al nostre però que porta molts anys d'avantatge, que és el francès, en el qual s'ha dignificat i s'ha empoderat el sector primari, sobretot hi ha més orgull del sector primari, esteu més organitzats els francesos. Aquí hi ha gent jove, però no sé, si és culturalment, igual que el dels armilles grogues, aquí no som capaços d'ajuntar-nos abans que li treguin al veí els 2 ulls que nosaltres ens en treguin un. Però bueno, mica en mica hem anat millorant les condicions i bueno, no ens hem estancat. Abans cobràvem a 90 dies com un proveïdor normal d'autònoms i vam aconseguir cobrar a 30 dies o a més vençut, és a dir, el juny el cobro l'1 d'agost. I bueno, mes per mes. Al final abans cobràvem el mes de juny a principis d'octubre i era una vergonya. I això ens dona una miqueta més d'estabilitat, però bueno, continuarem lluitant per tenir un conveni de treball que ens permeti doncs això, poder demanar una inspecció de treball, tenir uns mínims com a treballador, uns mínims de l'habitatge i bueno, visibilitzar el nostre ofici, que hi ha molt poca gent que el faci i que tothom es pensa que som uns morts de gana, uns gent amb 2 dits de front, que poder també, però bueno, hem de pensar que estem tecnificant, que estem guanyant amb el maneig, que tenint l'experiència és un punt a favor i que els usos de treball i el coneixement del bestiar i de la muntanya també és un punt que s'ha de tenir en consideració a l'hora de contractar-nos. També s'ha d'entendre això, que es fixen els nostres salaris, que nosaltres no entrem dins un concurs en el boletín del BOE, no surt publicat al boletín oficial de l'Estado, no entrem en concurs, això no vol dir que jo també podria posar un pressupost més alt i l'haurien d'acceptar, però no és així, ells ens imposen quin sou hem de cobrar. I bueno, què més? I res, el meu bestiar això és Arcàdia i des de l'octubre passat vam transhumar al març a Cadaqués, que feia 50 anys que ningú ho feia a peu, durant 3 dies, i després vam anar cap al Pirineu Oriental, que vam trigar 12 dies, i ara hem trigat 8 dies per baixar fins aquí, a la Vinyeta, a Mollet de Peralada, a prop de Figueres. I res, som de raça ripollesa, hi ha alguna lacona, com es veu aquí davant, però no són meves les lacones, són d'aquí a la Vinyeta, dels propietaris, que en tenen una 15ena, i jo tinc raça ripollesa, més clavada, virolada, barrada, cara negra, galtada, banyuda i ballestera, i cama llarga. Virolada i vorella és per això, clapat, com tenim per aquí algun xaieta per aquí. I bueno, això vol dir que els meus xais no proven gota de pinso, proven algú de cereal, però sobretot el que fan és passar-se el dia amb les mares pasturant per la vinya. Ara aquí ja et dic que és una miqueta pastura lliure, però després van amb uns tancats i els xais quasi bé no s'han de moure. Estan bé, estan tranquils i bueno, una carn més vascularitzada, no tan greixosa, amb greix triguen una miqueta més amb créixer, però infiltren més greix. I vaig copiar una miqueta el model neozelandès, que aquí a la vinya mano 85 hectàrees de vinya i em permet poder fer aquest maneig en els quals hem de desplaçar poquet. Bueno, sempre hi ha algun que està avalant més que els altres. Doncs res,
I això, espero que any per any anem guanyant, que es vagi normalitzant una miqueta la situació respecte als pastors de muntanya i que a la llarga gaudim d'unes condicions laborals més dignes i es reconegui més la nostra feina com a modeladors del paisatge, de mantenir zones obertes, zones de tallafocs naturals, i la idea és això, que a la llarga les meves ovelles tornin a transhumar, com hem fet aquest any que hem anat fins a la Garrotxa, fins a les muntanyes del Pirineu Oriental, que són les 7 valls, que fan frontera amb el Rosselló, amb els parcs naturals i regionals de França, i com a Negre, les valls de Núria seria realment l'objectiu que tenim nosaltres a llarg plaç. Allez, merci Victor pour ce petit témoignage. Je crois qu'on va passer de suite à une partie d'échange et de questions. Sylvia, puisqu'il y a des questions qui sont remontées. Oui, effectivement, aujourd'hui, on a beaucoup de questions. On va voir si on a le temps de les répondre tous dans cette première partie questions-réponses, petit temps d'échange. Et au cas où on n'aura pas le temps, celles qui nous restent pour répondre, on les répondra dans la deuxième partie, juste à la fin de cet atelier. Bon, alors, la première question, c'est Camille de Parc naturel régional de Pyrénées-Ariégeois. Les PowerPoint seraient-ils disponibles au téléchargement à l'issue du séminaire? Merci. Alors, oui, bon, je pense qu'on essaiera de le rendre disponible. On vous l'enverra peut-être directement par mail ou on vous enverra un lien pour pouvoir le télécharger. Alors, Rosaria Fanlo, elle demande que ça l'étonne l'absence des données de l'Andorre. Alors, en fait, dans notre projet, il n'y a que des partenaires français et catalans. L'Andorre n'étant pas représenté, c'est uniquement pour cette raison qu'on n'est pas allé plus en détail sur les données andorranes, ce qui ne veut pas dire qu'on n'aura pas l'occasion de le faire peut-être dans le cadre d'autres activités, puisqu'on est aussi en contact par ailleurs avec l'Andorre, puisqu'on est sur des territoires voisins, comme l'a expliqué Adrienne. Donc voilà, peut-être de nouveaux projets à venir. Jo afegiria també que la recerca de dades i de posar-se en contacte amb els pastors, tota la feina que s'ha fet, ha sigut molt complicada, dificultosa, o sigui, no és tan fàcil arribar a obtenir totes aquestes dades, tant des de les oficines, parlo pel costat català, des de les oficines del DARP, les oficines comarcals, o contactar amb els pastors. Sent del territori, evidentment, és un avantatge, però tot i així ha sigut molt difícil i, per tant, vull dir, hagués sigut meravellós que tenir socis d'Andorra que haguessin pogut fer aquesta part, però realment és molt difícil fer això si no ets del territori i no tens els contactes directes. Ja està, era un apunt. Merci. Après, il y en a deux autres questions de Rosaria Fanlo. Alors, c'est la destinée de la viande de cheval en Catalogne. Et aussi, elle pose la question si on a trouvé des différences entre les zones comme parc national ou des autres types de pâturage. Maria, peut-être, ou Laura, je vous laisse répondre à cette question pour la partie Catalogne. Hola, jo puc respondre al tema de la carn de cavall. De fet, dir també que no era objecte del nostre estudi, però pel que sabem, la carn de cavall que es produeix a Catalunya té uns canals de comercialització molt concrets. Hi ha carnisseries especialitzades, per exemple, a Barcelona, que venen carn de cavall. Però la major part de la carn que es produeix en comarques amb gran població d'aquest tipus d'animal com a la Cerdanya, són destinats a l'exportació. Van cap a França, que consumeixen molt més que nosaltres aquest tipus de carn. Pel tema de la comparació de les pastures, contestarà el Marc Taüll, que ha col·laborat amb l'estudi des del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya. Sí, em sentiu? Em sentiu? Sí. Val, d'acord. Em podeu repetir la pregunta de la comparació de les pastures?
Est-ce que vous avez trouvé des différences entre les zones comme parc national et des autres types de pâturage? Oui, sur les zones de parc national, il y a seulement des bergers et des bâchers de la municipalité, de la même zone où sont les parcs nationaux. Dans les autres zones, il y a beaucoup de bâchers et de bergers qui sont transhumants, qui ne viennent pas de la zone d'où est l'estiu. Ils pouvaient venir dehors de l'estiu pour faire le pâturage dans l'été à l'estiu. Et ça, dans les zones de parc national, ne passe pas. Seulement, il y a les bâchers et les bergers qui sont de la commune. Merci Marc. Et même je pense que j'en ai une autre question pour toi. Montse Morillo, elle demande a què és deguda la diferència tan gran entre el percentatge de l'ús d'estives a una banda i a l'altra. Se n'ha perdut l'ús a Catalunya a favor de l'intensiu? A veure, a Catalunya el que hi ha hagut és una transformació molt gran del tipus d'animal que aprofiten aquestes pastures d'alta muntanya. Fa 30 anys, quan vam començar a estudiar la sèrie, hi havia més animals que eren, és a dir, el tipus d'animal preferent en l'aprofitament d'aquest tipus de pastures eren les ovelles i actualment això s'ha transformat cap a vaques i en menor mesura cap a cavalls. Aquest tipus d'animals no fan un aprofitament tan exhaustiu, podem dir, del territori, es concentren més a les zones planes i a les zones properes als punts d'aigua. Llavors sí que hi ha una diferència en la zona d'aprofitar aquestes zones per part del tipus d'animal. També per part dels tipus de treballs de manteniment, jo crec que hi ha hagut una transformació que ja no ve de les últimes 3 dècades, sinó que ve de més temps, perquè els pastors, els ramaders en zones d'alta muntanya feien molts treballs de manteniment de les pastures. Quan se'n mataven feien treballs d'estassada, quan se'n mataven també podien fer cremes prescrites que eren molt bèsties i això és una pràctica que s'ha perdut molt i que costa molt recuperar-la perquè també s'ha de fer molta paperassa per poder justificar una sola hectàrea de pastures on se faci una crema, per exemple. Al Pirineu francès, per exemple, el Pirineu oriental francès, actualment els ramaders estan rebent formació per poder fer cremes prescrites per evitar la colonització del matoll per part de la colonització del matoll a les pastures. Això és una cosa que a Catalunya encara hi estem bastant lluny. També és una cosa en la qual s'hauria de debatre molt si són els ramaders els que ho han de fer, si són els agents rurals, si han de ser els bombers amb el suport dels ramaders. És a dir, la qüestió és que sí que hi ha hagut una disminució molt gran dels tractaments mecànics de cremes prescrites en zones de pastures d'alta muntanya i després hi ha hagut una transformació del tipus d'animal que abans era preferentment ovella i ara és preferentment vaca. No hi ha hagut tampoc una gran disminució en el nombre de caps transformats a unitats de bestiar major que utilitzen aquestes zones de pastures d'alta muntanya. Perquè al transformar ovelles per vaques, les vaques són animals molt més pesats i les unitats de bestiar major que aprofiten aquestes pastures al final no acaben divergint molt dels que ho han aprofitat històricament, però sí que és diferent la distribució que fan dintre de la mateixa muntanya, les zones que més s'aprofiten, ara estan més intensament aprofitades i, en canvi, les zones on només podien circular les ovelles actualment potser estan desaprofitades. Merci Marc. Alors, maintenant, on a une autre question. Lluís Ferrer nous demande: hola, voldria saber si podríeu concretar algunes dades per a Ariège. El nombre d'estives a Ariège que contenen ovins i d'aquests quants estan guardats, així com el nombre total de pastors. Moltes gràcies. Je pense qu'il y a quelqu'un parmi vous qui voudrait répondre et je pense que c'est Christophe Cambou. Oui. On t'entend, Christophe. Oui, bonjour à tous. Je suis Christophe Cambou, le directeur de la Fédération pastorale de l'Ariège. Je ne suis pas sûr d'avoir compris l'ensemble de la question. La question portait sur le nombre d'estives ovines, c'est ça? Oui, tu veux que je traduise? Je crois que j'ai compris donc le nombre d'estives ovines, le nombre de bergers et le nombre d'estives qui mettent en place des mesures de protection. Qui ont des gardiens. Qui ont des gardiens.
Oui. Bon, il y a Qui sont gardés, oui. Il y a 90 groupements pastoraux en Ariège qui sont des associations d'éleveurs. Il y a à peu près une centaine d'estives, donc. Il y a 55 000 ovins qui transhument sur ces estives chaque année. On a beaucoup d'estives ovines situées dans la partie ouest, côté Couserans du département. Donc ces troupeaux sont gardés par des salariés. Il y a à peu près l'équivalent de 90 emplois temps plein. Et en compte tenu que certains postes sont assurés par plusieurs personnes, il y a en tout à peu près une centaine de salariés en estive en Ariège. Donc toutes Merci, les Christophe. estives quasiment sont gardées. Après, je ne sais pas s'il y avait une question particulière sur un lien avec des clôtures, j'ai entendu, mais j'ai pas bien. Non. Il ne demandait pas les clôtures. D'accord. Moi, si j'ai la parole, si je peux la garder encore 1 ou 2 minutes, Oui, je voulais faire un petit commentaire complémentaire en lien avec la vidéo de Victor Rojas sur la convention collective. Donc, on a eu des échanges dans le cadre du projet et nous avons regardé les différences justement qu'il y a entre les conventions collectives entre les deux versants. Je dirais que donc, historiquement, côté français et en Ariège notamment, les salariés les salariés bergers et vachers d'estive étaient aussi encadrés par une convention collective agricole classique, comme c'est le cas aujourd'hui côté catalan, qui n'est pas spécifique au métier de berger. Et donc ça, je dirais que je le situe à peu près dans les années 2005-2006. On avait moitié moins de salariés qu'aujourd'hui sur les estives et on avait beaucoup plus d'entrepreneurs, ce qu'on appelait des entrepreneurs d'estive ou des prestataires de services, ce qui est le cas donc aujourd'hui majoritaire tel que ça a été décrit tout à l'heure côté catalan. Et ça a posé quelques problèmes parce que justement, on s'est aperçu que pour la partie salariée, on était vraiment en dehors des clous par rapport aux spécificités du métier, en dehors des clous sur les horaires, sur les conditions de travail, sur le besoin d'équipement spécifique, enfin, sur tout ce qui était vraiment spécifique à ce métier. Et donc, il y a eu quelques situations difficiles, je vais les appeler comme ça, où des employeurs se sont retrouvés devant les tribunaux et ont été condamnés. Donc, cette petite crise a quand même permis de créer un climat départemental favorable pour travailler à la mise en place d'une annexe spécifique à la Convention pour encadrer l'emploi pastoral, l'emploi des bergers vachers. Donc, une commission paritaire s'est mise en place à laquelle ont participé les syndicats agricoles professionnels, mais aussi les syndicats représentatifs des salariés, CGT, Force ouvrière, CFDT, et la Fédération pastorale de l'Ariège, à cette époque, en association avec l'association des pâtres de l'Ariège, ont joué aussi un rôle d'interface et d'intermédiaire et d'experts pour animer ces discussions. Il y a eu une dizaine de réunions qui ont été conduites et ça a débouché en 2007 sur cet avenant spécifique qui a permis de mettre en place un référentiel métier qui permet d'encadrer les niveaux de qualification des salariés, de mettre en place une grille de salaire en adéquation avec ce référentiel métier et de prendre en compte donc ces spécificités, notamment sur le fait d'avoir ajouté 7 heures supplémentaires dans les contrats types, de prendre en compte les questions d'astreinte, d'allocation forfaitaire, de frais spécifiques liés aux chiens, aux assurances, aux équipements professionnels. Voilà. Donc, récemment, on était dans le séminaire national français de l'Association française de pastoralisme sur l'attractivité des métiers de berger. Et il a été évoqué à cette occasion-là que la convention ariégeoise était assez en avance. Bon. Je dirais que dans le contexte, pour conclure, aujourd'hui, il y a une nouvelle convention nationale en France qui va être mise en place en janvier 2021 et que nous aurons sans doute
un travail complémentaire pour faire évoluer encore cette convention. Voilà. Ensuite, par rapport aux échanges que l'on peut avoir entre nous, bien entendu, comme sur d'autres sujets, en lien avec la question qui aussi vient d'être posée sur l'effondrement des effectifs au vin côté catalan. Il y a les outils de la loi pastorale côté français qui existent depuis longtemps, qui ont permis de structurer les éleveurs en association et de dynamiser l'utilisation des estives. C'est ce qui a sans doute contribué à maintenir plus les effectifs de notre côté. On a déjà eu des échanges là-dessus. Moi, je suis déjà venu avec l'association Urbans présenter les GP et les AFP à Sorte il y a même quelques années. On est motivé, en tout cas, on le dira peut-être demain en conclusion du séminaire, mais on est tout à fait disposé à continuer à avoir des échanges avec nos amis catalans pour les accompagner s'ils souhaitent aller à la fois vers une convention collective spécifique pour encadrer l'emploi pastoral, mais aussi, pourquoi pas, sur des outils qui permettent aussi de dynamiser l'activité. Merci. Merci Christophe. Et on a encore des autres questions. On va les garder pour après parce qu'il faut continuer. Donc, je laisse la parole à Amandine. Ok, merci Sylvia. Donc, on essaiera de répondre au prochain tour de parole aux questions auxquelles on n'a pas pu le faire. On continue donc sur la connaissance donc, de nos bergers vachers salariés. On s'est intéressé cette fois-ci à essayer de comprendre un peu qui ils étaient et quelles étaient leurs motivations à travers l'analyse du discours qu'on a pu recueillir à l'occasion de nos enquêtes. Donc, on s'est appuyé sur les motivations qu'ils mettaient en avant et aussi sur les difficultés et les attentes qu'ils exprimaient chacun dans leur quotidien, ce qui nous a permis d'établir 4 groupes ou 4 profils de bergers salariés distincts. L'idée n'étant pas là de faire des catégories, mais vraiment de nous donner des grands marqueurs, des grandes tendances de leur façon de voir les choses et d'apprendre le métier pour derrière nous être en capacité aussi à mieux les former et mieux les accompagner. Donc, on va vous présenter ces 4 groupes rapidement. Donc, on a un premier groupe qui s'organise autour de la passion des bêtes, un groupe pour qui la motivation principale reste l'animal, avec une référence permanente dans le discours aux animaux, aux troupeaux, aux bêtes, également à la prédation. C'est des gens qui ont une forte expérience dans le métier. Bien souvent, c'est des bergers. Pour 73% du groupe, en tout cas, c'est le cas. 36% d'entre eux ont plus de 50 ans et plus de 20 ans d'expérience professionnelle, parfois beaucoup plus, donc des gens avec une forte expérience. Parmi eux, des gens qui ont aussi des projets d'installation, puisqu'ils sont un peu plus de 27%, je crois, d'entre eux à se projeter aussi vers une installation agricole et la continuité en fait de la mise en œuvre de cette passion des bêtes tout au long de l'année avec le fait d'accueillir leur propre troupeau. Donc des gens qui traduisent dans leur discours la notion de passion, d'empathie avec l'animal, de sens des bêtes et qui ont beaucoup d'attentes par rapport à ça. À côté de ça, on a un deuxième groupe qui, lui, s'organise aussi autour de la passion, mais cette fois-ci davantage autour de la passion du métier, en fait, et de la figure du berger ou du vacher. Voilà, c'est vraiment leur motivation principale, c'est la figure du berger vacher qu'ils incarnent, avec donc des références dans leur discours à l'activité, mais aussi aux relations qui sont liées. Donc, on retrouve beaucoup de notions en lien avec le partenariat avec les éleveurs, donc cette dimension de collectif, de groupe de travail, la notion aussi de multi-usage de la montagne et de partage de l'espace, cette envie qu'ont les salariés de ce groupe de partager leur travail, de partager ce qu'ils font au quotidien sur la montagne. C'est essentiellement des vachers dans ce groupe. On a 47% d'entre eux qui sont vraiment dédiés à des postes donc, de vachers, 59% qui ont plus de 50 ans, donc des gens qui commencent à être assez âgés dans le métier, et des gens qui exercent aussi une pure activité, mais en dehors du secteur agricole, contrairement au groupe précédent qui était beaucoup plus nombreux à exercer une pure activité, mais dans le domaine agricole, ceux-ci ont plus tendance à être
on va dire, en capacité à faire aussi autre chose le reste de l'année. Donc, des gens qui mettent vraiment en avant voilà, cette notion de relationnel, de façon de vivre le métier, ce professionnalisme. Et c'est aussi, parmi tous les salariés qu'on a enquêtés, les seuls à faire référence dans les attentes à la notion de formation et notamment de formation continue, qui reste pour eux un des moyens de se perfectionner dans leur activité et de rechercher ce professionnalisme qu'ils mettent en avant. Ensuite, un troisième groupe qui, lui, s'organise davantage autour du cadre de vie, de l'environnement, en fait, que leur permet l'activité dont leur permet de bénéficier l'activité de berger vacher en montagne, avec une motivation principale qui reste donc voilà le milieu, l'environnement, la nature. C'est des gens qui font assez peu référence aux animaux finalement dans le discours, hein, et qui ont aussi alors assez peu d'attentes ou qui en tout cas proposent peu d'améliorations quand on les interroge sur les améliorations qu'ils pourraient envisager sur leur montagne. Voilà, sans que ce soit péjoratif, c'est des gens qui sont peut-être un peu plus dans l'immédiateté, dans le moment présent et qui ont une forme d'engagement limité sur leur estive, dans le sens où c'est peut-être des gens qui ont la capacité à faire ce travail-là une année sur une estive et l'année suivante sur une autre estive. Voilà. La moitié d'entre eux sont assez jeunes puisqu'ils ont moins de 40 ans. C'est des gens qui exercent assez peu la pluriactivité en contre-saison, hein, contrairement aux deux groupes précédents qui avaient une forte activité tout au long de l'année. C'est moins le cas dans ce groupe-là. Et c'est essentiellement le milieu agricole et rural qui les attire avec cette référence permanente dans leur discours à la notion de nature, de territoire, de connaissance de la montagne. Voilà, donc vraiment des gens qui sont là pour le milieu avant tout. Enfin, on termine avec le quatrième et dernier groupe qui lui encore se distingue par ce qui est mis en avant. C'est vraiment des gens qui recherchent l'autonomie, dont la motivation première reste la liberté, hein, avec des références permanentes dans leur discours à la notion de challenge, d'espace, de liberté, d'autosuffisance aussi. On trouve peu de références au métier, hein, dans leur discours, plutôt à la performance, à cette notion de challenge. C'est beaucoup de gens, beaucoup de salariés qui mettent aussi en avant la prédation, mais contrairement au premier groupe, ils n'évoquent pas forcément la prédation par rapport aux implications que ça peut avoir sur le troupeau dont ils ont la charge, mais plutôt comme une contrainte individuelle qu'ils subissent et qui les prive en quelque sorte de cette liberté, de cette autonomie ou autosuffisance qu'ils recherchent. Voilà. C'est des gens qui se projettent à long terme sur l'estive, hein, puisqu'ils sont près des trois quarts d'entre eux à se projeter à moyen ou long terme dans le gardiennage des troupeaux. La plupart d'entre eux sont relativement jeunes, hein, moins de 40 ans là aussi. Et on a 38% des salariés de ce groupe qui ont moins de 5 ans d'expérience professionnelle. Donc on est sur des salariés qui sont très très jeunes dans le métier, qui viennent d'y rentrer, hein, et qui intègrent peut-être le métier avec cette idée-là de recherche d'autonomie, de liberté, de rupture peut-être avec une activité professionnelle antérieure. Et là encore, des gens où l'activité en contre-saison est assez peu représentée. Voilà. Un public qui est en capacité aussi peut-être le reste de l'année à partir, quitter le territoire et aller rechercher cette liberté, cette autonomie sur un autre territoire. Voilà. Sylvia, je te laisse prendre la suite. Bon, maintenant, notre petit sondage. Donc, voilà, vous allez recevoir les questions tous dans vos ordinateurs. Voilà. Alors, première question, quelle est la compétence première attendue des bergers vachers par leurs employés? Voilà. Après, deuxième question, quelle est la compétence première recherchée par les propres bergers vachers? Voilà, à vous de jouer. On va voir les réponses bientôt. Bon, je ne sais pas si on a déjà toutes les réponses. On va voir si Carla peut nous les afficher.
J'espère que tous vous avez bien répondu. Alors, vous avez choisi pour la première réponse que la compétence première attendue par les employeurs, c'est la conduite de pâturage. Alors, je vais prendre le voilà, volet. c'est bien, c'est mieux. Sylvia. Alors, juste, voilà, ça fait partie des choses assez étonnantes qu'on a pu observer, mais qui s'expliquent. Sur les compétences attendues en premier par les employeurs, on est essentiellement sur le contact avec l'animal. Au-delà de la conduite au pâturage et de la gestion du milieu, les employeurs recherchent vraiment un salarié qui a le sens des bêtes, le sens de l'animal, un petit peu comme l'expliquait Adrien dans sa vidéo. Et à côté de ça, on a des salariés, et ça je pense que vous l'avez un petit peu mieux perçu, pour qui la compétence essentielle pour exercer ce métier dans de bonnes conditions reste le chien de troupeau, et qui ont donc de grosses demandes et de grosses attentes par rapport à ça. Allez, on va passer tout de suite. Donc, à la suite de ces présentations, on voulait vous faire un point sur donc le travail qu'on a eu l'occasion de faire durant ces 3 années de projet, et notamment donc avec l'Escola de Pastors de Catalunya. On a tenté de partager en fait les compétences, de créer un socle de compétences commun en fait, qui traduisait donc les compétences attendues par le salarié berger vacher. Donc Christophe parlait tout à l'heure de référentiel professionnel, donc on est vraiment sur cette thématique-là. On a identifié 5 grands thèmes en fait, qui sont donc à la fois exprimés par les employeurs qui recherchent ces compétences-là chez un salarié, et c'est aussi les mêmes compétences qui sont remontées du terrain de nos enquêtes quand on pouvait échanger donc directement avec les salariés bergers vachers eux-mêmes. Donc, on va vous présenter, on va essayer de faire ça assez vite pour pas que ce soit trop long et trop pénible, mais c'est important, ça nous semble important de revenir sur ces 5 grands champs de compétences. Le premier, donc les animaux, le comportement, la manipulation, les soins. Donc, on a appelé ça connaissance et maîtrise des comportements du troupeau, qui se décrit en 2 volets. Un premier volet autour de la connaissance et de la manipulation des animaux, donc être capable de connaître les comportements caractéristiques des espèces, pour connaître bien évidemment les individus, et être capable aussi de les approcher, de les manipuler en situation de sécurité et en respectant le bien-être animal. Un deuxième volet, autour cette fois-ci davantage de la maîtrise de la santé des animaux. Ça, c'est une thématique très importante en montagne, avec des affections qui peuvent évoluer vraiment très très vite. Donc là, on attend de nos salariés qu'ils soient capables donc, de détecter des animaux malades, de porter un diagnostic sur les différentes pathologies, et puis d'organiser et de mettre en œuvre les soins adaptés. Donc ça, c'est pour le premier volet, connaissance des animaux. On a un second volet de compétences autour du milieu montagnard, de la ressource et de la conduite du troupeau en tant que tel, qu'on a construit autour de la connaissance et de la maîtrise de l'estive de façon générale, avec un premier volet donc, sur la connaissance de la montagne et aussi des risques liés. Ça, c'est important de le mettre en avant dans les compétences et du coup dans les attentes aussi de nos salariés bergers vachers, avec des capacités à l'orientation, la progression en montagne, l'évaluation des risques météo pour des points de vue sécurité, et savoir gérer aussi les situations difficiles, tant aussi au niveau physique qu'au niveau mental, puisque c'est des salariés qui sont quand même en autonomie dans un milieu qui reste particulier, quoi. À côté de ça, un volet sur la connaissance de la ressource disponible et du potentiel fourrager de l'estive. Là, on rentre dans le cœur de l'activité avec des notions donc d'écologie du milieu montagnard, d'identification, de diagnostic également de la ressource disponible, et on va jusqu'à l'évaluation donc du stock d'herbe disponible, de façon à ce que notre salarié soit capable d'orienter la conduite du troupeau en fonction de la ressource et du milieu. Et enfin, troisième volet de cette grande thématique, la maîtrise de la conduite du troupeau au pâturage en tant que tel. Donc la conduite avec le chien de troupeau dont on parlait tout à l'heure, l'adaptation entre le sol et le troupeau, et la notion donc de faire profiter les animaux, puisque c'est quand même l'objectif donc de cette saison d'estive. Troisième grande thématique dans le champ de compétences des salariés, autour de l'organisation du travail en autonomie, de la gestion des conditions de vie et de travail.
Donc là, je vais peut-être un peu moins rentrer dans le détail. On retrouve quatre grands volets autour de l'utilisation de l'entretien des équipements présents sur l'estive, de l'organisation de la vie à la cabane. On le redit, on est avec des salariés donc en autonomie qui doivent aussi gérer tous les à côté du métier, être en capacité à gérer tout ce qui concerne la sécurité au travail et être en capacité également à être force de proposition et d'amélioration auprès du collectif d'employeurs. Quatrième volet, cette fois-ci autour de la connaissance du milieu agricole et pastoral et tout l'environnement de l'estive, avec la connaissance donc de l'approche globale de l'estive, des outils de structuration, d'animation foncière qu'on retrouve sur l'ensemble de la chaîne des Pyrénées, une partie également sur l'entretien des bonnes relations avec les employeurs. C'est important, on est sur un collectif, ce qui nécessite donc des bonnes capacités relationnelles. Et à côté de ça, la capacité aussi pour nos salariés de bâtir un vrai projet professionnel qui intègre donc cette saison d'estive dans une approche donc salariée à l'année sur le territoire pyrénéen. Et enfin, cinquième et dernier volet, autour cette fois-ci de la relation avec les autres usagers de la montagne et le multi-usage en général, avec un volet sur l'entretien de bonnes relations avec les usagers de la montagne, être en capacité à faire connaître les activités, informer, communiquer aussi auprès des gens qui sont présents sur ces espaces-là et participer à la reconnaissance donc, de l'activité auprès du grand public en participant donc, à la vulgarisation des pratiques et à la sensibilisation l'été. Voilà, donc on a essayé de résumer à peu près ces 5 grands champs de compétences, juste pour mettre en avant le fait qu'on est vraiment sur un métier qui est très technique, on est sur un métier saisonnier, mais avec des compétences, un champ de compétences qui est vraiment très très large, d'où la notion aussi d'améliorer encore sans cesse ce qu'on fait avec l'association Urbans, nos contenus de formation pour faire en sorte que nos salariés soient le mieux armés possible pour faire face à l'ensemble de ces situations. Voilà, je laisse la parole a Oriol i a Marià a nouveau. Sí, ara us veurem un petit vídeo de l'Oriol Riera, també exalumne de l'Escola de Pastors. Ell treballa com a pastor de muntanya i ara està treballant en una explotació d'aquí dalt i ens explicarà una mica les condicions en les que treballa com a pastor de muntanya i veureu també que és molt fàcil reconèixer a quin dels 4 grups de perfil correspon. Ja ho veureu. També ens explica el que el motiva a fer aquest treball. Endavant. Jo vaig fer l'escola de pastors fa 2 anys, la 11a edició, el 2019, i res, abans de fer l'escola vaig estar a la universitat fent filosofia i vaig deixar la universitat necessitava fer alguna més pràctic i sobre l'escola de pastors i m'he apuntat. I res, llavors durant l'escola vaig estar a 3 llocs fent pràctiques, a la Circus, a les Guilleries, allà vora el Montseny, a Navarra, al Vall del Roncal, a la Marina, i aquestes 2 explotacions tenen ovelles de llet, platges. I després vaig fer pràctiques aquí a Alta Muntanya, a Pastor de Muntanya, a la Vall de Cardós, a l'agrupació de Boldís. I res, llavors quan vaig acabar l'escola vaig estar treballant a Estac, a vora Sort, uns mesos, i després vaig tenir la sort de poder trobar feina allà a muntanya on havia fet pràctiques. I res, amb la meva gosseta i jo vam anar a treballar. I la temporada consta de 4 mesos, del 15 de juny al 15 d'octubre. Per ser pastor de muntanya és important saber estar sol i portar-ho prou bé. Si ets 2, portar-te bé amb l'altre i tenir un punt de convivència. Vosaltres éreu 2? Nosaltres érem 2, sí. I saber portar la convivència bé, que 4 mesos 2 sols allà també pot ser complicat si no t'hi portes bé. Estar preparat si hi ha adversitats de temps, com tormentes elèctriques, pluja, vent, fred, neu, calamarsada, el que sigui, estar preparat per aguantar-ho, perquè les ovelles estan cada dia, tot el dia fora, faci el temps que faci, i la boira també, que m'ho deixen, tot i que aquí no en tenim tanta com a França. I això, molt important també tenir gos, almenys aquí, poder hi ha altres muntanyes on algun remei te'n pot deixar, però en general el pastor de muntanya ha de tenir el seu gos. I el gos intentar que treballi alguna cosa, si no et mors.
Sí, teníem 2 cabanes, aquest any ens vam fer una nova, l'any passat quan estava a pràctiques teníem una cabana de fusta que estava bé, un barracó de les obres així d'aquells quadrats blancs, que horrible, i una rulot que no té ni finestres, però bueno, que ja no la fem servir. I aquest any el barracó de les obres ens l'han canviat per una altra cabana que ens l'han fet nova, fusta molt xula, i bueno, teníem això, malles elèctriques, pastors elèctrics, cada nit s'ha de tancar en pleta per protegir, en principi per protegir el ramat de l'os. A França, per exemple, no en pleten mai. Però bueno, també el tema de la boira fa que el maneig sigui diferent. I mastins, tot i que els nostres mastins feien el que podien, poca cosa. I res, a part d'això, el menjar pels 4 mesos, la roba pel temps que faci, botes... Bueno, perquè quan hi ha adversitats de temps tens moments de situacions extremes que també tenen molta adrenalina i és guapo, no? Molt tranquil sempre, hi ha moments que pilles, no?, en aquest sentit, i això, si t'agrada, t'agrada molt, si no t'agrada ho passes fatal. Ara estic aquí a Llessui amb l'Anna Plana, fent de pastor uns mesos també, fins al febrer, i després, si tot va bé, vacances, si em deixen amb els virus. Molt bé, doncs ja hem escoltat a l'Oriol Riera. No sé si ho heu pillat, no? Que correspondria al perfil últim que ens ha explicat l'Amandine, el de l'autonomia, aquest challenge, aquest desafiament, aquesta adrenalina de quan et trobes situacions complicades. Doncs això seria l'Oriol Riera. Passem a l'última part d'aquest segon seminari. Us presentem la borsa de treball agroramader als 2 vessants del Pirineu. Intento anar una mica ràpid perquè ens estem anant de temps. Partim d'una situació en què cada entitat utilitza el seu mètode per difondre les ofertes de feina. Aquests mètodes poden ser més o menys sofisticats i efectius. En el nostre cas, per exemple, és una llista de distribució amb els exalumnes on enviem les ofertes que anem rebent. I normalment no hi ha una posada en comú de les ofertes i demandes entre les diferents entitats que formem PIRPASTUM. Jo no comparteixo les meves ofertes de feina ni amb el CFPPA ni amb l'Escola Agrària al Solsonès. Sí que de vegades, algun cop, l'Amandine ens ha trucat demanant-nos si no teníem algun exalumne que li interessés anar a muntanya quan els hi ha faltat algú. El resultat d'això és que es queden ofertes sense cobrir perquè hi ha alumnes que els hi cau massa lluny del lloc on viuen, no és ben bé en el sector que volen treballar, etc. I ens trobem que queden alumnes que no troben feina i que, en canvi, si rebessin moltes més ofertes de les altres entitats que formem part de la xarxa, potser sí que trobarien algú que s'avingués més amb el que estan buscant. Així, l'objectiu del POCTEFA, del PIRPASTUM, és crear una borsa de treball agroramader comuna al vessant nord i al sud del Pirineu, que ens permeti col·lectivitzar aquestes ofertes de feina entre les diferents entitats que formem part de la xarxa, però no només nosaltres, de fet està oberta a tothom, i que serveixi com a eina dinamitzadora de l'ocupació en aquest sector. Sí que existeixen borses de treball, aquí al Pallars en tenim, i el SOC està per tot arreu, el Servei d'Ocupació de Catalunya està per tot arreu, però específiques del sector ja és més complicat. Llavors, creem aquesta borsa de treball que és oberta a tothom, tothom hi pot accedir, és gratuïta, no té cap cost penjar cap anunci tant d'oferta de feina com d'algú que està demanant que busca feina. Està en català i en francès i està encarada sobretot a les feines de pastors i vaquers de muntanya, tot i que també hi ha opció per posar altres feines agroramaderes, com formatger, per exemple, o en els casos que es busca un soci o que hi ha un traspàs d'explotació. És molt fàcil d'utilitzar, tant pel qui cerca feina com pel qui l'ofereix. I ara el que farem serà, us faré una petita demostració de com és aquesta borsa de treball. Anirem, espero que ho veieu bé, en principi heu de veure el Google Chrome amb la pàgina d'inici del PIRPASTUM.
Aquí al costat del que és el menú de llengües teniu la borsa de treball. Si cliqueu a la borsa de treball us porta a la pàgina principal i és una única pàgina. Per tant, tant si hi accediu des de l'inici en català, en francès o en castellà, anireu a parar al mateix lloc. La borsa de treball sempre està traduïda al català i al francès i doncs, com aquí veieu, hi ha un primer text de benvinguda on diu que això és un espai per connectar professionals. Ai, crec que vaig massa ràpid. Perdoneu les traductores, És que amb això del temps... Ui! Hi ha un primer text que és de benvinguda per connectar els professionals de la ramaderia i encoratja a que la gent es posi en contacte directament amb la persona que ha posat l'anunci si estem interessats en aquell anunci. Després ja especifica que la majoria d'ofertes que es veuran segurament seran de l'Ariège i de Catalunya, perquè els socis que hem creat aquesta borsa de treball som d'aquestes regions, però anima a que si algú està buscant feina en altres zones del Pirineu o dels Alps, aquí posa uns vincles d'altres plataformes, borses de treball d'altres zones. Després passem a aquest requadre, en taronja vermell, veiem la part per veure les ofertes de feina o veure les demandes de feina i a baix, en verd, tenim les opcions per publicar ofertes de feina i les demandes de feina. Més a baix veiem el mapa on hi ha les xinxetes amb les diferents ofertes que estan publicades i si cliquem a sobre d'una, per exemple, ens surt un petit resum del que és aquesta oferta. En aquest cas és un traspàs d'una antiga explotació. Si cliquem a fitxa o dossier, ens porta a una pàgina on hi ha molta més informació, més detallada, tot el que la persona ofertant ha posat com a informació important. Ara anem a la part de veure les ofertes de feina i, en principi, ens porta a una pàgina on tenim un taulell amb totes les ofertes publicades. Hi ha una primera part amb detalls de l'oferta, amb el tipus de bestiar, el lloc a cobrir, el tipus d'explotació. Després hi ha una part groga amb els requisits que es demana per la persona que ha d'anar a treballar i una part verda amb altres informacions sobre la remuneració o la localització on es troba el lloc de treball. A l'esquerra tenim un quadre, espero que ho estigueu veient bé tots. A l'esquerra teniu un quadre que permet filtrar les ofertes publicades. Per exemple, si jo només vull veure les ofertes de pastor, doncs clico a pastor i poso filtrar i en principi només m'ha de sortir les ofertes que són per treballar de pastor. Si vaig a demandes, em surt el mateix. A demandes hi puc accedir des d'aquí o des de la pàgina principal de la borsa de treball amb el segon botó vermell i aquí és la mateixa lògica. Tenim una taula amb les ofertes, amb els anuncis de la gent que està buscant feina i amb diferents tipus d'explicacions. Hi ha una primera part en blau, que és la presentació de qui és la persona que està buscant feina, una part groga amb els estudis que ha fet, si té gos, si té vehicle, etcètera, i una mica els requisits o què és el que busca aquesta persona. No sé si ho veieu vosaltres, però aquí a la dreta de tot hi ha un lloc que diu, per exemple, en quina zona geogràfica vull treballar, m'agradaria trobar una feina. I, igual que en l'altre cas, a l'esquerra tenim aquest quadre per fer el filtre de demandes. Si anem a la part d'enviar ofertes o enviar demandes, que és més o menys el mateix, ens trobem amb un formulari molt senzill on hi ha uns quants camps que són obligatoris, però que de fet, si no volem posar el nom de la finca, podem posar un guió i ja està, i una sèrie de camps que són més optatius, com el detall de les funcions de treball, etc., on es pot anar omplint. I finalment, a baix de tot, s'ha de pitjar que acceptes les condicions i envies l'oferta. En el cas
de quan enviem una demanda d'oferta, quan jo vull que algú em contracti, tenim un tipus de formulari semblant, amb la diferència que a baix de tot puc afegir un currículum, que de fet aquest currículum apareix en la taula que hem vist abans, en la taula de demandes. Aquí, si volguéssim, si jo no ho faré, però aquí a la fitxa em surt la fitxa i jo puc clicar al currículum del Francesc Martínez. La borsa de treball ja està en funcionament, tothom hi pot accedir. De fet, els anuncis que hi ha són anuncis de debò i simplement ara estem com retocant aquelles coses. Per tant, convidem a tothom que vulgui, que ho necessiti, que l'utilitzi i que si hi ha qualsevol cosa que no acaba de funcionar bé o el que sigui, doncs ens podeu escriure a l'adreça de contacte que hi ha aquí baix a la pàgina. Doncs bé, això és pel que fa a la borsa de treball. Ara, si de cas, continuem amb la presentació. Temps de preguntes i intercanvis. Je pense qu'on va, si tout le monde est d'accord, mais je pense qu'on va faire comme ça. Juste dire 2 mots de conclusion pour ne pas retarder ceux qui éventuellement ont des délais à tenir, puisqu'on va un peu court là avec le temps. Et on va prendre les questions voilà, juste en suivant et on aura peut-être un peu plus de temps comme ça pour y répondre et pour échanger. Donc, juste 2 mots pour conclure sur tout ce qui a été dit ce matin et ce qui relève donc, de nos 3 années de collaboration sur ces thématiques-là de métier de berger-vacher. Un point sur l'attractivité du métier, avec donc, on l'a vu aujourd'hui durant cette matinée d'échange, donc une image vraiment positive de l'activité, ça c'est important à mettre en avant, tant au niveau de la relation avec l'animal que du milieu dans lequel le métier s'exerce, avec une bonne dynamique au niveau des formations concernant le recrutement et également une bonne dynamique d'entrée dans le métier, avec une capacité donc à avoir un relais générationnel, des conditions d'exercice du métier aussi qui sont très variées et qui permettent à chacun de trouver sa place, quel que soit le sexe, l'âge et le profil concernant des ovins, des bovins, des équins, etc. En ce qui concerne la pérennité de l'activité, on a vu qu'on avait des bergers qui ont tendance à faire carrière et qui souhaitent s'inscrire véritablement dans la durée. Donc, c'est des métiers dans lesquels on peut s'engager et s'engager durablement. On a des salariés qui ont vraiment cette volonté aussi d'augmenter la durée des contrats en prenant en compte dans ces contrats la période de préparation de l'estive et aussi la période de fin d'estive, donc en dehors même en fait, de la présence des animaux sur l'estive. Et la continuité aussi du travail hors saison avec cette notion de pluriactivité et de pluricompétence qui est quelque chose d'important à mettre en évidence au niveau de nos salariés pour leur permettre donc d'avoir un ancrage territorial, local le reste de l'année. Et concernant la vivabilité du métier, donc je viens de le dire, une grande diversité des situations de travail qui permettent à chacun vraiment de s'adapter au contexte qui lui convient. Un travail sur l'amélioration des conditions de vie et de travail avec donc des cabanes sur les estives, des équipements qui sont à améliorer mais sur lesquels on a déjà quand même une bonne dynamique, donc qui est à entretenir. La reconnaissance du temps de travail avant, pendant et après la saison d'estive, c'est aussi quelque chose qui est important à prendre en compte donc, pour que le métier soit vivable pour nos salariés, avec notamment des questions comme par exemple le remplacement sur l'estive. Voilà. Dernier point sur la diapo suivante. Donc, par rapport à nos perspectives et pistes de travail, il y a différentes idées qui ont émergé donc, de nos échanges avec les salariés bergers-vachers et également avec leurs employeurs. On a relevé notamment une thématique autour du travail en équipe, avec donc des situations de travailleurs isolés qui posent des problèmes au niveau de la communication pour l'organisation du travail en tant que tel, mais aussi par rapport à la sécurité des salariés. Des situations, on n'a pas trop parlé aujourd'hui, mais où la prédation se fait de plus en plus pressante et complexifie les tâches et l'organisation du travail sur l'estive, et la question donc du remplacement avec la pénibilité et l'astreinte donc liées au métier. À côté de ça, un autre volet sur lequel on aura besoin de travailler dans les années à venir, c'est la formation continue, à la fois pour maintenir le niveau de connaissance actuel de nos salariés,
mais aussi pour leur permettre de développer cette notion de pluricompétence qui va leur permettre vraiment d'avoir une employabilité à l'année sur le territoire et pour aider aussi ceux qui le souhaitent en tout cas à pouvoir être fidélisés sur un territoire, quoi. Voilà. Et dernier grand volet, celui de la communication grand public. Donc, je vais faire très rapide parce que ce sera l'objet de l'atelier de demain. Mais la nécessité voilà, de faire connaître le travail en estive, il y a tout un volet communication à construire autour de ça pour aider à concilier en fait, les usages en montagne, cette notion de multi-usage, et de participer aussi par ce biais-là à la reconnaissance du métier de berger-vacher en tant que tel. Voilà. J'en ai fini avec la conclusion. On peut passer, Sylvia, si tu veux, donc aux questions et aux échanges. Et pour tous ceux qui nous quitteraient, voilà, je vous remercie pour votre patience aujourd'hui, votre participation, vos questions, et en espérant pouvoir vous retrouver demain donc sur notre troisième et dernier atelier. Voilà. Sylvia, tu as des questions? Bon, on t'écoute. là, on va rester dans un temps d'échange. Les personnes qui devront partir par des raisons de temps, il n'y a pas de souci. On espère vous revoir tous demain dans les derniers ateliers très intéressants aussi. Donc là, on a que pas mal de questions. Donc, alors, il y a Christian Louis qui nous a posé deux questions très intéressantes. Alors, la première, existe-t-il une démarche pour élaborer une convention collective européenne pour les bergers salariés? Et la deuxième question, votre enquête a-t-elle permis de poser des questions sur les relations et les compétences à acquérir entre les bergers vachers, les éleveurs et les mairies et les maires des communes, pardon? Oui, alors pour la deuxième question, bon, j'espère qu'on a peut-être apporté quelques éléments de réponse à travers la présentation du socle de compétences donc, sur lequel on a travaillé. Donc en effet, il y a tout un tas de compétences attendues dans le métier et tout un volet, voilà, nous, qu'on a organisé autour du relationnel justement et des relations entre les employeurs, mais c'est vrai, ça va au-delà des employeurs. Il faut voilà, intégrer à ça les communes, les maires des communes, puisqu'on a bien souvent la propriété communale sur l'estive. Donc les mairies sont tout à fait aussi, font partie intégrante en fait des acteurs, et donc le salarié se doit aussi d'être en capacité à traiter avec la mairie dans le cadre donc, du collectif de travail. Ensuite, la première question par rapport à... C'était Sylvia, pardon, la première question. Alors, pardon. La première question est s'y a-t-il une la convention collective européenne? Alors, comme l'a expliqué rapidement Christophe tout à l'heure de la Fédération pastorale, il y a déjà des questions qui se posent. Alors, au-delà de l'échelle européenne, déjà pour ce qui concerne la partie française, sur la possibilité d'homogénéiser et d'aller vers une convention collective nationale. Alors, on voit que les situations sont très variables au niveau des massifs. Il y a quand même un travail conséquent là-dessus. Au niveau français, on est seulement, au niveau pyrénéen, sur une annexe. Donc, on est encore loin de concrétiser quelque chose à ce niveau-là. Mais je peux peut-être laisser Christophe apporter quelques précisions là-dessus, si on peut lui donner la parole. Christophe, si tu peux activer ton micro. Oui, pardon. Vous m'entendez? Oui. Oui. Merci, Amandine. Oui, donc dans la suite de ce que dit Amandine, on l'a vu récemment lors d'un colloque de niveau national de l'Association française de pastoralisme. On a des conventions dans tous les départements, rien que dans les Pyrénées, on a des conventions différentes dans tous les départements pyrénéens. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas trop homogénéisé par rapport à ça. Ça semble en tout cas difficile à court terme d'y arriver, même au niveau national en France, parce que dans les Alpes, c'est encore aussi un autre contexte. Et sans avoir d'informations précises là-dessus, je dirais que le droit du travail en Europe, avec 27 pays, je pense que ça va être vraiment très compliqué d'avoir une convention collective qui puisse... alors, peut-être il peut y avoir une charte ou quelque chose comme ça. Je rappelle qu'il y a un réseau européen des bergers qui existe.
Donc peut-être à ce niveau-là, il peut y avoir des contacts de prix et du travail de fait, mais de là à ce qu'il y ait une convention réglementaire, compte tenu que le droit est différent dans tous les pays, ça, je crois que ça sera quand même pas vraiment possible. Merci Christophe. Alors, une autre question, Garcia, elle nous demande, bonjour, quelles sont les aides financières nationales ou européennes apportées à l'éleveur et ou les bergers pour l'estive des côtés français et catalans? Je continue. Vas-y Christophe, continue. Donc, je réponds pour la partie française. Donc, dans les Pyrénées, nous avons, Amandine l'a évoqué tout à l'heure dans sa présentation, le plan de soutien à l'économie de montagne qui existe depuis le début des années 2000 et qui encadre toutes les aides dont nous disposons pour soutenir le pastoralisme à l'échelle du massif. Donc, ce plan est financé dans le cadre des programmes de développement ruraux régionaux. Donc, l'autorité de gestion en France, ce sont les régions. Chez nous, c'est la région Occitanie. Et participe financièrement, donc l'Europe, bien entendu. Et en contrepartie des financements européens, pour chaque euro européen, il y a 1 euro qui est apporté par la France. Donc, c'est réparti entre des financements de l'État, de la région et quelquefois du département. Ce n'est pas le cas dans tous les départements, mais c'est le cas en Ariège. Le département de l'Ariège finance aussi. Donc, après, au niveau des aides, il y a 2 aides principales. Une aide à l'emploi, donc pour les bergers vachers. Donc, c'est pour les employeurs de bergers vachers qu'il y a des aides au gardiennage, avec des taux d'intervention situés entre 70 et 80%, en fonction des zones et en fonction des cahiers des charges. Donc, 70%, c'est l'aide de base. Tout le monde est éligible à cette aide. Et ensuite, en fonction des zones dans lesquelles on se trouve, avec un cahier des charges un peu plus ambitieux et pour ce qui est de la gestion pastorale en zone Natura 2000 ou avec un cahier des charges lié à la cohabitation avec les prédateurs et la mise en place de mesures de protection, on peut déplafonner à 75 et 80%. L'autre aide principale, c'est une aide à l'aménagement des estives, à l'investissement. C'est une aide d'investissement, celle-là, pour équiper les cabanes, les lieux de vie. Améliorer les conditions de vie et de travail reste un objectif prioritaire en complément du développement de ces emplois. Donc, les cabanes, les clôtures, les points d'eau, principalement. D'accord. Pour le côté catalan, il y a des aides de la première pilier. Ce sont les aides directes. Ce qui passe, c'est que très souvent, ces bergers qui commencent maintenant dans une zone d'autres montagnes, ils n'ont pas d'aide directe de la première pilier. Un autre aide de la première pilier, c'est l'aide associée. Ça, c'est 96 euros par vache, et entre 11 et 12 euros par brebis et chèvre. Et après, il y a des aides de second pilier, qui sont les zones de montagne, l'aide compensatoire pour une élevage en zone de montagne. Et il n'y a pas maintenant d'aide agro-environnementaux par entretien des zones de pelouse en zone d'haute montagne. Il n'y a pas à l'Espagne, il n'y a pas à la Catalogne. Il y a des aides pour entretien et transformation, récupération des anciennes presses de fauche en zone de montagne, mais c'est très lourd. Ça, c'est la situation dans le côté espagnol. Je pense que dans le côté espagnol, en général, il y a moins d'aides que dans le côté català, il y a moins d'aides que dans le côté francès. Vull afegeixo, ara el Marc ha parlat sobretot de les ajudes de la PAC als ramaders per les accions que fan, no? Pel nombre de caps que tenen, les ajudes agroambientals, recuperació i prats de pastura, i pel que fa als pastors, tal com a França tenen, i ens acaba d'explicar el Christophe, tenen el PSEM, no? Aquest pla de suport a l'economia de muntanya que paga fins
un 80% del sou dels pastors. Aquí no tenim aquest tipus d'ajuda. A Catalunya els pastors de muntanya es paguen a la part on hi ha presència permanent de l'ós. Fins l'any passat era el projecte Piros Life d'introducció de l'ós i que, per tant, per afavorir la convivència entre els grans depredadors i la ramaderia extensiva, tenia tota una línia econòmica per pagar els pastors que estiguessin guardant els ramats en aquestes zones. Aquest projecte es va acabar l'any passat. Enguany s'ha seguit pagant des de fons de la Generalitat, però no és un programa amb uns anys vista i amb uns objectius concrets, com podria ser el PSEM, i amb una dotació econòmica que, per exemple, el PSEM crec que en l'àrea que seria equivalent als Pirineus catalans, doncs cada any inverteix 2 milions d'euros per totes les accions que fa. A la part catalana, la Generalitat, per donar suport i pagar els sous d'aquests pastors i els equipaments d'aquests pastors de muntanya de zona únicament en presència de l'ós, han sigut de 85.000 euros aquest any, sense saber què passa els anys següents perquè, com ja he dit, no hi ha un programa que sigui a uns anys vista i amb una dotació econòmica que estigui lligada al PDR, per exemple. A les altres muntanyes on no hi ha presència permanent de l'ós, els sous dels pastors es paguen entre els ramaders o els diners que paguen els ramaders que van als comunals o a l'Ajuntament, a l'MD, que recullen els diners d'aquests ramaders que porten els seus ramats a l'agrupament de ramats. Merci Maria. Et bon, je pense qu'on pourra faire une dernière question. Je pense que c'est ça qu'il nous reste de temps. Donc, alors, je vais poser deux questions qui ont été posées par nos spectateurs et spectatrices qui sont en lien. Comme ça, on pourra répondre ensemble. Alors, Sylvie, elle nous demande, y a-t-il des singularités en Ariège dans la gestion des estives où cela rejoint les résultats de l'enquête? Et Alpha aussi, il nous demande, au Sénégal, nous avons les unités pastorales pour gérer tout ce qui est ressources pastorales, points d'eau, parcs à vaccination, couloirs de passage des animaux, les transhumants. Je voudrais savoir votre type d'organisation pour gérer vos ressources et infrastructures pastorales. Existe-t-il des transhumants chez vous? Si oui, les motifs et pendant quelle période? Voilà. Alors, bon, je pense que ça reprend des choses qui ont été précisées juste au début, mais pour être clair, donc sur le massif des Pyrénées, ce qui se passe, c'est qu'on a donc des troupeaux transhumants qui vont valoriser les surfaces d'estive durant l'été. Donc, on entend par là, on va dire, du 1er juin à la fin septembre, voire mi-octobre pour la partie Pyrénées centrale où on a un relief un petit peu plus élevé et l'arrivée des neiges de bonne heure. On peut aller, quand on va sur la partie occidentale, jusqu'à voilà, des saisons qui vont s'étendre jusqu'à la fin du mois d'octobre, voire même mi-novembre pour des troupeaux de bovins, quoi. Voilà, donc des saisons qui sont relativement longues quand on va vers la partie la plus occidentale. Ensuite, voilà, très souvent, on est sur du foncier donc, qui appartient à la commune et qui est mise à disposition des éleveurs qui s'organisent en fait en association, en groupements pastoraux, qui leur permettent comme ça, via une convention pluriannuelle de pâturage, de profiter de la ressource en herbe disponible sur ces surfaces d'estive et de s'organiser donc aussi pour gérer tout ce qui concerne voilà, les équipements sur l'estive, à savoir donc ça peut aller la pose de clôture, l'entretien ou l'aménagement de pistes, de captage d'eau, bien évidemment les cabanes, les héliportages ou portages par bas aussi pour assurer le ravitaillement de ces cabanes. Et tout ça donc est pris en charge côté français par ce qu'on a appelé donc le PSEM, qui est le plan de soutien à l'économie de montagne, et qui, voilà, comme l'a expliqué Christophe, est un plan multifonds avec des fonds européens, nationaux et régionaux, départementaux aussi en Ariège, qui permettent donc d'aller vers l'amélioration des équipements de ces estives-là et l'organisation de la saison d'estive
avec donc la mise en accessibilité, comme on dit, de ces estives et aussi la prise en charge des postes de gardiennage. Voilà. Et pour répondre à la question précédente, ces dynamiques-là, on ne les remarque pas seulement sur le département de l'Ariège, hein, aussi sur tous les départements donc, et comarcas de la chaîne des Pyrénées, avec cette même utilisation donc, étagée, on va dire, de la montagne au fil de la saison. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu ou si Maria, peut-être, tu veux rajouter quelque chose. Je pense que tu as bien répondu, Amandine, et de toute façon, on n'a plus de temps. Désolée. Donc, voilà, si tu veux faire un petit mot pour la fin. Ouais, mais écoutez, voilà, désolée si on n'a pas pu répondre à toutes les questions. On vous remercie en tout cas grandement d'avoir assisté à cette deuxième journée d'atelier, en espérant avoir été suffisamment clair et avoir pu partager avec vous voilà, l'ensemble des travaux pour lesquels on a œuvré sur ce projet-là, en essayant d'avoir bien traduit aussi la façon de penser de nos salariés bergers vachers. Voilà, on espère pouvoir vous retrouver demain pour la suite et la fin de notre séminaire, en vous présentant du coup cette fois-ci vraiment tout ce qui est en lien avec la communication autour du métier de berger vacher, mais aussi d'éleveur en zone de montagne. Et voilà, promis, demain il y aura un petit peu moins de présentation et un petit peu plus de témoignages. On aura l'occasion de retrouver de nombreux éleveurs bergers vachers qui témoigneront chacun de leur quotidien en zone de montagne. Voilà. Donc merci à tous et on l'espère à demain.